Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, réalisé par la Maison de l'Europe de Tours-Centre Val-de-Loire, qui est un centre d'information Europe Direct. Et nous allons revenir sur une thématique que nous avions abordée la semaine dernière, qui est le RGDP, c'est-à-dire le Règlement général de protection des données, avec donc Pierre-Yves Mongeat, le professeur de droit public à l'Université de Tours. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être revenu en seconde semaine oui. pour qu'on puisse y voir plus clair. Alors, un petit mot juste pour rappeler à tout le monde ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, ce règlement est opérationnel depuis le 25 mai 2018. Il a été voté en 2016. Et il a été élaboré en 2016, pardon. Et le but de ce règlement, c'est de protéger les citoyens, l'identité, ce qui fait notre identité à chacun, et pour que ces données ne soient pas diffusées, classées, utilisées sans que nous ne le sachions et nous ne le voulions. Pardon, je vais y arriver. Donc, voilà, on en était resté là. Alors moi, j'ai une question pour commencer, qui est, est-ce que ce règlement tombe du ciel? Est-ce qu'il y a une histoire là-dessus? Parce qu'après tout, l'informatique, parce que c'est évidemment l'informatique qui a joué un rôle, autant des petits classeurs manuels, bon, c'était moins embêtant, mais est-ce qu'il y a une histoire de ce règlement? Oui, il y a une histoire de ce règlement, il y a une histoire de la législation nationale et ensuite européenne, relativement à cette question des données personnelles et de leur traitement. Alors évidemment, cette histoire elle est juridique essentiellement, et on sait que classiquement, le droit a toujours un petit temps de retard pour mettre en norme, pour mettre en droit des révolutions technologiques comme l'informatique, pour s'adapter au changement de la société. Bon, enfin tout de même, en France, si on prend cet exemple, le premier grand texte qui a été adopté concernant la collecte et le traitement des données personnelles, c'est une loi de 1978 qui avait été adoptée donc sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Loi importante qui donne des définitions de la notion de données personnelles, de traitement, qui institue la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et qui met en place, pour le dire très rapidement, un ensemble de dispositifs garantissant que nos données personnelles ne peuvent pas contenir des informations autres que nos données nominatives, d'une part, d'autre part que les citoyens que nous sommes pouvons accéder à ces données et demander leur modification à tout moment, donc nos données bancaires, nos données dans une association, par exemple, que l'on peut, ou dans une administration. Et trois, les structures, les entreprises, les administrations qui collectent ces données devaient procéder à une déclaration auprès de la CNIL afin que cette dernière vérifie qu'il n'y ait pas des données autres que celles que je viens d'évoquer, et donc qu'on ne puisse pas aller au-delà d'informations qui peut-être remettre en cause notre vie privée. Alors c'est la France qui a lancé le mouvement. Alors, pas seulement, il y a eu d'autres États, mais la loi française, quand même, a eu un impact très important. D'accord. Est-ce que l'Europe a fait un texte avant celui de cette année? Non. Aucun texte. Et il faudra attendre le premier grand texte européen qui va être adopté, tardivement d'ailleurs, c'est une directive de 1995. Alors, il y a eu quelques textes ponctuels, mais la grande directive générale qui, dans le cadre de l'Union européenne, règle la question des données personnelles, c'est une directive d'octobre 95 qui d'ailleurs emprunte beaucoup à la loi de 78 de ce point de vue-là. Bon. Alors, une directive, ça veut dire qu'il faut l'interpréter, il faut la transposer voilà, en droit national. Oui, c'est ça. Ça veut dire 28 transpositions. Exactement. Et donc 28 lois différentes. Et bien finalement, pratiquement, c'est cela. Parce que, d'abord, le texte est ancien, 95, et donc il a fallu, alors il y a eu plusieurs révisions, dont une, je crois, en 2004. Mais peu importe, mais la révolution technologique est passée par là, donc il y a eu une très grande accélération des dispositifs de données de collecte et de traitement des données personnelles, et les directives, il a fallu l'interpréter jusqu'au bout pour qu'on puisse l'adapter à ces révolutions technologiques. Donc ce n'était pas forcément un exercice facile. Donc on a une jurisprudence européenne qui essaie d'interpréter au mieux le texte au regard de ces évolutions technologiques. Mais surtout, vous l'avez dit, la directive en question a dû être transposée dans les 28 législations nationales. Et cette opération de transposition, c'est-à-dire d'adaptation de la directive en droit interne, a eu pour conséquence qu'au fond,
nous avions certes une directive européenne, donc un texte unique, mais finalement 28 législations, alors non pas différentes, il ne faut pas exagérer, mais quand même qui n'étaient pas standardisées. Et ce qui a nourri énormément de contentieux au niveau national, d'incertitude juridique, d'insécurité juridique. Il était temps, alors en plus, regarde encore une fois, de l'accélération du traitement de nos données informatiques et de l'évolution des progrès d'Internet et de nos différentes machines, il a fallu que l'Union européenne décide de modifier ce texte par la voie, cette fois-ci, d'un règlement. Et la particularité du règlement, à la différence de la directive, c'est que le règlement s'applique tel quel. Tel quel, il n'y a pas de transposition. Il n'y a pas de transposition aux entreprises, bien entendu, aux associations, bien entendu, donc un certain nombre de destinataires bien définis dans le texte en question. Alors aux États aussi, qui doivent procéder à un certain nombre d'adaptations législatives, mais on a désormais un texte absolument unique. Alors, justement, ce texte unique, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand succès pour l'Europe? Est-ce qu'il ne s'applique qu'à l'Europe? Alors, en fait, j'ai deux questions. Oui. Est-ce qu'il s'applique son domaine d'application, c'est l'Europe ou c'est plus largement? Parce que Amazon, Google, enfin les GAFA, c'est le monde. C'est le monde. Donc, est-ce qu'on ne l'a fait que pour nous ou est-ce qu'il est universel? Ça, c'est un point important. Alors, on peut effectivement parler de succès d'un certain point de vue. Disons que là, nous avons une illustration, mais ce n'est pas la seule, intéressante, où la législation européenne n'est pas, je dirais, centrée sur elle-même. Ce n'est pas une législation qui ne concerne que les 28 États membres de l'Union européenne, peut-être bientôt 27, et les quelques 515 millions de citoyens européens. Non. Ce règlement, mais comme d'autres règlements en matière économique, a une portée mondiale. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises, qu'elles soient européennes ou pas, donc on parlait de Google, des GAFA, d'Amazon, etc. Donc les entreprises, au Japon, en Russie, en Chine, où vous voulez, qui, d'une manière ou d'une autre, opèrent dans l'Union européenne, sont en mesure de collecter les données des citoyens de l'Union européenne. Ces entreprises ne peuvent légalement le faire qu'en se soumettant au règlement en question. Alors, peut-on parler de règlement mondial? Oui, à la limite, soyons extrêmement fous et prétentieux, sans doute. Non, mais au-delà de ça, on voit que nous avons ici une législation protectrice pour les citoyens, contraignante pour les entreprises, qui a une portée absolument universelle ou mondiale, d'une part. Et d'autre part, là, il faudrait relire le règlement, qui, je le rappelle, fait quand même pratiquement une centaine de pages, 88 pages, et qui comprend à peu près une trentaine de pages de ce qu'on appelle de motivation. Il y a 132 points, 132 points très précisément, et puis 98 articles. C'est un texte qui est quand même très dense. Mais derrière la technicité juridique du règlement, nous avons au fond toute la philosophie, je dirais, protectrice fondée sur la vie privée, sur les droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc ce règlement, au fond, projette les valeurs auxquelles nous, citoyens, nous, Européens, croyons, projette notre définition de la vie privée, projette les valeurs contenues dans la Charte des droits fondamentaux, et nous l'imposons au reste du monde. C'est quand même très fort. Oui, je pense que c'est très fort. On a l'impression d'un document administratif très de technique, plus, très technique, ce qu'il est fondamentalement. Mais finalement, philosophiquement, il y a une autre dimension. Il y a autre chose. Il y a une autre dimension. Alors, on va maintenant peut-être revenir à quelque chose de très concret, mais les gens qui nous écoutent, nos auditeurs, peuvent peut-être se dire, après tout, est-ce que je dois faire quelque chose? Je suis membre d'une association, je n'ai que le nom, le prénom et le mail des gens. Est-ce que je dois faire quelque chose? Voilà. Parce que c'est sans doute une partie de nos auditeurs. C'est ça, mais bien entendu. Et je crois même de tout le monde, puisque nous avons fourni énormément de données à des associations, sans doute, à des entreprises, à des administrations. Et les entreprises, comme les associations, vont évidemment être soumises au règlement en question, puisque le règlement concerne ce qu'on appelle le traitement des données. C'est quoi le traitement des données? C'est le fait à la fois de collecter des données personnelles, nom, prénom, etc., et puis de les agencer, de les structurer, de les mettre sur un classeur Excel, par exemple, quand on est une association, c'est ce que l'on fait, c'est souvent très artisanal, mais au fond, une entreprise n'est pas autre chose, peut-être de manière plus sophistiquée. Eh bien, ces structures qui traitent ces données sont soumises à un cadre. C'est-à-dire, en substance, que les données personnelles doivent être exactes, doivent être mises à jour, que la durée d'archivage doit être
limité au strict minimum. Le traitement de ces données doit être, selon le règlement, adapté, pertinent et limité au strict nécessaire requis par le traitement, c'est-à-dire au strict nécessaire, admettons, pour l'association. D'accord ? Ces données ne peuvent pas être accessibles, ce qui suppose que l'on mette en place des dispositifs alors très sophistiqués pour des données sensibles, bancaires par exemple, des dispositifs de cryptage, Oui. avec des mails éventuellement cryptés. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui s'appliquent, alors évidemment, de manière plus ou moins contraignante selon la structure que l'on est, qui sera très différente si on est une association, évidemment, ou si on est une très grande entreprise qui opère au niveau mondial. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui ont des associations, font partie d'associations, il va falloir envoyer un petit mot disant que on demande aux gens de revérifier, de rafraîchir leurs données, de se désabonner, de se désinscrire s'ils le souhaitent. Et en échange, l'association s'engage, je pense, à ne pas mettre son fichier à la disposition d'autres associations, d'autres gens. Mais je crois que vous résumez parfaitement la situation, surtout si on raisonne au niveau d'une association. L'objectif, il est là. Il faut avertir les membres des associations, les adhérents plus précisément, que l'association détient des données. Si ce n'est pas un nouvel adhérent évidemment, que les adhérents peuvent y accéder, les rafraîchir, demander les modifications, et nous devons par ailleurs prévoir aussi ce qu'on appelle un droit à l'oubli. Alors pour une association, ça ne veut pas dire grand-chose, mais un certain nombre de données doivent disparaître à un moment donné. Alors ça concerne plutôt Facebook, où vous laissez des photos parfois un peu compromettantes ou des commentaires un peu bizarroïdes, puis 10 ans après, ça reste toujours là. Mais qu'est-ce que ça dit de vous ? Ça ne dit rien. C'est qu'à un moment donné, vous avez été pris en photo comme ça. Mais bon, ça peut parfois avoir un effet assez pervers. La règle, en réalité, et pour terminer peut-être sur ce point, c'est ce qu'on appelle, c'est la question du consentement. En fait, l'objectif, il est là. Il faut que la personne physique qui communique ces données, l'accepte, y consente. Et le règlement européen prévoit au fond que la collecte des données est légale, donc il y a une présomption de légalité, lorsque l'internaute consent justement à donner ces informations. Et d'ailleurs, il faut le dire, il y a déjà 4 contentieux d'ailleurs, dont un qui concerne la France, qui ont été engagés par un dénommé Schrems, qui est très connu de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'il considère que le règlement, finalement, est assez fragile, parce que quand vous recevez un mail vous indiquant, voilà les données en question que nous avons, si vous cliquez ici, on va les conserver, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce que le consentement au sens juridique du terme est véritablement constitué ? Donc le règlement va, dans quelque temps, déjà faire l'objet d'interprétation. Donc il faut consentir et en conscience à donner nos données. Communiquer nos données. D'accord. Merci beaucoup Pierre-Yves. Alors je rappelle pour tout le monde que à la Maison de l'Europe, nous sommes donc un centre d'Europe Direct. Nous avons reçu un certain nombre de publications pour expliquer de manière simple, concrète, ce qu'est le RGPD. Donc n'hésitez pas à passer, 97 bis boulevard Jean Royer, excusez-moi, l'adresse a changé, mais j'ai du mal à m'y retrouver. Donc on a un certain nombre de petits fascicules. Très bien fait. Ce sont vos données, prenez le contrôle, par exemple c'est celui que j'ai sous les yeux là. N'hésitez pas à venir les prendre et puis à nous poser des questions si vous avez des explications supplémentaires à demander. Voilà, bonne semaine à tous, merci beaucoup, à bientôt. Merci.